Bonjour et bienvenue à ce 7e épisode de S'entreprendre, le balado où en 100 minutes on rencontre 10 entrepreneurs et on nous partage 10 conseils clés en démarrage. Je suis Timothée Langlois du Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan en compagnie de Félix-Antoine Huard de Romancode. Bienvenue. Salut, merci beaucoup de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Partons tout de suite en parlant de ton parcours entrepreneurial. Parle-nous un peu de qui tu es et de ce qui t'a amené à être cofondateur de Romancode. Parfait. En fait, moi, je suis de profession un marketeur, étudiant en communication marketing. J'ai mon MBA en gestion d'entreprise. Tout ça m'a un peu placé là, pour que je puisse me joindre à des experts d'un domaine spécifique pour me lancer en affaires. Ça a toujours été clair pour moi que j'allais devenir un entrepreneur. Et puis, j'ai eu la chance de collaborer avec mon frère et un de ses très bons amis qui sont devenus mes associés pour un projet techno qui n'a pas du tout fonctionné. Mais on a vu que la chimie était là puis ça marchait. Donc, on a décidé ensemble de fonder une entreprise. Puis, aujourd'hui, près de 10 ans plus tard, nous voilà avec Romancode. Donc, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble au final. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Puis, on a testé notre chimie avant de se lancer ensemble dans le cadre d'une compétition, un Startup Weekend à Trois-Rivières. Puis le projet qu'on développait, nous, on pensait que c'était bon. Puis finalement, la réalité du marché nous a prouvé que non. Puis c'est correct, on a commencé ça avec un petit échec, puis ça nous a permis de bien rebondir. Puis ton entreprise actuelle, Romancode, parle-nous un peu de ça. Oui, on se spécialise en conception et en programmation de produits logiciels, donc web et mobile. Donc, en d'autres termes, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre des entrepreneurs que nous, on aime bien que ce soit des experts de leur domaine. Donc, des gens là, qui ont une expertise de pointe, qui ont besoin d'une technologie pour pouvoir soutenir leur croissance, leur entreprise, leurs activités. Nous, on crée cette technologie-là pour que les experts puissent se concentrer sur ce qu'ils font au quotidien. Ce qui est très d'actualité au final. Oui, tout à fait. Puis, si on recule déjà à 10 ans, il y avait déjà une bonne effervescence, un bon boom là, des technologies. Puis encore aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agences. Puis c'est tant mieux parce que ça permet d'accroître l'intelligence collective. Là. Puis, à travers tout ça, ton plus grand apprentissage et ton meilleur coup, soit toi ou en tant que groupe, quel aurait été... On répond toujours la même chose quand on se fait poser cette question-là, puis la recette, elle n'a pas changé depuis 10 ans pour moi. Le meilleur coup que j'ai fait, c'est de m'associer avec des gens. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui vont se lancer en affaires seuls. Seul, on a le plein contrôle sur ce que l'on fait que c'est bien correct. Je comprends qu'il y a des gens qui sont à l'aise là-dedans, puis que des fois, on veut pas s'associer pour s'associer. Moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer des bonnes personnes qui étaient super compétentes. Et ce que ça nous a permis de faire à trois, c'est qu'on avait toujours quelqu'un qui était pas d'accord, qui offrait un regard différent. Puis quand on est les trois d'accord, on se force qu'il y ait quelqu'un qui essaie de prendre une position qui est contre à celle des deux autres. Le but, c'est pas toujours de s'astiner, mais c'est comme ça que ça nous permet de challenger nos propres idées. Donc avant de prendre une décision, on a déjà retourné ça de tout bord, de côté. Effectivement, à trois, c'est plus facile de trancher. Tout à fait. Toujours une majorité qui est créée. Exactement. Il y a quelqu'un qui est obligé de trancher. On va tomber tout de suite dans le vif du sujet. Le thème de l'épisode, c'est qui fait quoi, répartir les pouvoirs et responsabilités, ou dit autrement, la gouvernance d'une entreprise. Donc, première question, comment choisir le bon type d'entreprise pour notre projet? En partant, quel type d'entreprise vous avez, vous? On est une entreprise incorporée. Donc, c'est une personne morale là, qu'on a créée. Au tout début, question de simplicité, puis parce que les contrats arrivaient plus vite que nos compétences en administration, on avait formé une SENC. Mais évidemment, c'était pas la bonne formule dont on avait besoin, là, mais ça nous a permis ce temps-là d'agir en toute légalité, conformité, d'accueillir un petit peu de trésorerie dans nos comptes, puis après ça, de pouvoir procéder à l'incorporation. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui passe par ce processus-là, étant donné que l'incorporation, il y a des petits coûts associés à ça, un peu plus élevés qu'une société en non collectif. Tout à fait. La prochaine question, est-ce que c'était compliqué de créer légalement une entreprise? Nous, une des choses qu'on est très fiers au quotidien, c'est qu'on reconnaît la limite de notre intelligence et la limite de notre expertise. On s'improvise pas expert dans quelque chose pour lequel on n'est pas expert. Donc, on a fait le pré-manchage du travail, mais on a confié la responsabilité à une firme d'avocats. Le but étant justement de pouvoir s'assurer que la personne qui fait l'enregistrement de ton entreprise pour son incorporation sait exactement ce qu'elle fait. Une petite erreur pour finir par coûter cher, tu veux pas recommencer ce processus-là. Mais je rencontre souvent des entrepreneurs qui me disent qu'ils ont fait le processus eux-mêmes, il y a des formulaires qui existent en ligne. Donc j'imagine que si tu es brave et que tu as le temps, tu peux le faire par toi-même puis ça ne doit pas être si compliqué parce qu'il existe des formulaires. Mais la formation la plus simple à faire puis à entreprendre, c'est celle de confier ça à quelqu'un qui est expert. C'est très humble de votre part au final. Je pense que c'est une bonne décision. On veut bien partir ça, une entreprise. Exact. La prochaine question, est-ce qu'il est préférable d'utiliser un organigramme pour schématiser la place de chacun au sein d'une équipe? Parce que vous n'êtes pas juste trois aujourd'hui, là, vous êtes rendu avec une équipe complète. Oui, on est plus d'une vingtaine de personnes dans l'entreprise. Au fil du temps, on a dû justement revoir comment on allouait les pouvoirs, les responsabilités au sein de l'équipe. Nous, on aime beaucoup parler de responsabilité d'attente.
Donc, quand quelqu'un a des responsabilités, ça vient avec des attentes envers son propre travail. Les gens ont des attentes envers son travail, sa prise de décision. Puis aussi, il y a des attentes envers les autres personnes. Puis ce que ça change un peu comme mindset d'avoir des attentes plutôt que de dire qu'on a des règlements puis des cadres là, pour la prise de décision, c'est que ça donne la liberté. Dans le fond, moi, mon attente envers quelqu'un chez qui je confie un pouvoir, une responsabilité, mon attente, c'est que cette personne-là ait l'intelligence de prendre les bonnes décisions puis de pouvoir nous expliquer les décisions qu'elle a prises. Mon attente, c'est pas la réussite. C'est impossible. Ça marcherait pas que ça soit ça mon attente. Mon attente, c'est que la personne ait l'intelligence de prendre des risques calculés. Puis après ça, ben nous, on sera confrontés aux résultats puis on pourra en discuter. Donc, c'est ça de part et d'autre de l'entreprise. Avec le temps, on a mis quand même en place une structure un peu plus organisée. Là, au début, c'était le chaos organisé. Donc, ça s'organisait comme ça s'organisait. Mais avec 3 cofondateurs, il a fallu un peu brasser les cartes pour être sûr que tout marche. Donc, maintenant, on a mon collègue et associé Yann qui est à la direction générale. C'est lui qui chapeaute l'ensemble des responsabilités. Puis après ça, ben, les autres directeurs ont leur propre direction spécifique, mais toujours avec la même game. Nous, c'est des attentes. Est-ce que vous impliquez vos employés dans la prise de décision par rapport à vos projets, la direction de l'entreprise, ou vous faites plus ça entre les 3 cofondateurs? Ben, je te dirais qu'on était à plus petite échelle, on impliquait beaucoup plus tout le monde dans l'équipe pour la prise de décision. Même qu'à une certaine époque, on se rendait compte que c'était peut-être un peu too much, là. C'est-à-dire qu'on réunissait tout le monde dans l'entreprise lorsqu'il venait le temps de prendre la décision, est-ce qu'on fait ou non un projet client qui nous est soumis. Donc, les gens nous donnaient leur feedback, soit par rapport aux technologies, par rapport peut-être au profil de l'entreprise ou de l'entrepreneur en question. Ben là, aujourd'hui, si on essayait de faire ça à 25 personnes, juste se booker un meeting, tout le monde ensemble, ça serait bien compliqué. Donc, aujourd'hui, on implique nos employés dans la prise de décision, mais peut-être pas pour toutes les décisions. Mais c'est important pour nous que les gens qui vont travailler sur les projets aient leur mot à dire sur comment on réalise le projet. Donc, dans le projet en question, dans les chantiers logiciels, les applications qu'on crée, là, les programmeurs qui travaillent avec moi sont beaucoup plus qualifiés que moi pour prendre des décisions par rapport à l'orientation à donner. Fait que ça serait bien absurde que ce soit moi qui ai le droit de veto là-dessus, là. Donc, c'est relégué à l'équipe. Reconnaître au final la spécialisation de chacun, puis quand même avoir des communications sans dire que Tout à fait. c'est une belle stratégie, je pense. Ça permet aux personnes de se sentir importantes au sein de l'entreprise, de se sentir valorisées, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Puis pas juste se sentir, l'être, parce que lorsqu'ils prennent des décisions, ce sont les décisions qu'on prend. T'sais, fait que dans le fond, ils doivent assumer aussi les décisions qu'ils prennent. Fait que c'est pas juste une impression semblant de pouvoir. On te donne un post-it, tu peux voter, mais là dans la boîte, puis on va voir ce que ça donne. Là. Une vraie confiance au final qui s'installe. Exactement, ouais. Ma prochaine question, vous êtes plusieurs copropriétaires. Tu peux parler pour toi ou pour tes associés et toi. Que devrait-on faire comme tâche en tant que propriétaire? Au quotidien, je pense que le travail d'un propriétaire d'entreprise, c'est d'être un peu le ciment à travers le mur de briques que tu es en train de construire. Il faut que tu patches les trous. C'est-à-dire que le toute autre tâche connexe est très, très large. J'ai entendu dire, il semblerait, la rumeur dit que quand on est 50 personnes dans l'équipe, là, ça devient différent. Là. Le toute autre tâche connexe ne t'appartient plus totalement. On verra un jour. Ceci étant, je pense qu'il y a un stade, par contre, où c'est important de comprendre qu'on n'est pas le meilleur généraliste de notre entreprise. Surtout quand on travaille avec des employés, quand on engage des gens, quand on a des fournisseurs, des partenaires, des pigistes, peu importe c'est quoi la structure, il y a un certain point où ton expertise dans des domaines ne vaut rien. C'est pas parce que tu es propriétaire de ton entreprise que c'est toi qui as le mot juste sur ce qui devrait être fait. Donc, je pense que ton rôle à ce moment-là, c'est plus d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans ton organisation, de faire confiance, puis de mitiger les risques. Au final, si on englobe tout ça autour d'un seul grand conseil pour les gens à la maison en gouvernance, ça serait quoi ton plus grand conseil? Ben, se faire confiance et faire confiance. Je sais que ça a l'air un peu jouer du violon de la psychopop, là, ben oui, hein, on n'ira pas révolutionner aujourd'hui l'entrepreneuriat avec ce conseil-là, mais confronté à la réalité, moi je pense que c'est la seule fondation solide qui existe en entrepreneuriat. Si tu ne te fais pas confiance, chaque personne qui va remettre en cause tes décisions ou qui va proposer des suggestions alternatives, ça va te choquer, ça va venir te travailler en dedans, ça va créer du doute. Donc il faut que tu aies confiance, il faut quand même que tu sois ouvert à accueillir la critique, ça te permet d'améliorer ta confiance en toi. Puis rapidement, c'est de reconnaître là où tu n'es pas un expert. Là où tu n'as pas de connaissances plus précises que juste ton intuition. L'intuition, c'est excellent en entrepreneuriat. L'expertise, c'est ce qui fait que tu vas être capable d'avoir des opérations dans ton entreprise. Et donc, faire confiance aux gens avec qui tu travailles. Autant ton client, autant tes employés, tes partenaires, tes fournisseurs, que les gens de la communauté d'affaires autour de toi. C'est
Super intéressant. Ça répond merveilleusement bien à ma demande, si on veut. Je te remercie d'avoir accepté. On a déjà fait le tour, en fait. On est déjà rendu presque à 10 minutes. Si on veut suivre les activités de Rum & Code, c'est quoi la meilleure la meilleure plateforme pour faire ça? Ben, on est évidemment présent en ligne. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, sur Facebook, quelques publications sur Instagram. Je vous dirais qu'on a plus souvent les yeux rivés sur nos claviers que sur nos téléphones pour prendre des photos de nos activités de partie d'équipe, mais on est là, on existe. Fait que vous pouvez nous rejoindre en ligne ou sinon envoyez-nous un courriel puis on pourra discuter de votre projet. Ben, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, l'auditoire, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, c'était l'épisode 7 de S'entreprendre. Je m'appelle Timothée Langlois et je vous souhaite de passer une super belle journée. À la prochaine.